Coucou les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie, psychologue et coach pour les entrepreneurs libres et alignés et je dirais même plus connectés. Eh bien, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Julien Perron qui est notre expert du bonheur. Bonjour Julien. Bonjour. Très bien, très bien. Donc, nos pilotes, je pense, sont aussi curieux que moi de savoir ton parcours inspirant et comment as-tu fait justement pour trouver ton bonheur? Vraiment, toutes les différentes phases qui t'ont amené à trouver ton bonheur et puis à devenir entrepreneur. D'accord? Autodidacte, j'ai envie de dire. Donc, dis-nous un petit peu tout ça. Ok. Alors déjà, je pense pour introduction, ce que je pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent, c'est d'aller voir le TED que j'ai donné. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les conférences TED, ça s'écrit TEDx. Vous allez sur YouTube, vous tapez Julien Perron, l'éducation à la vie. Et vous allez voir, en fait, je parle notamment de manière très synthétique en 17 minutes de ce que je vais vous exposer là. Je sais que apparemment cette vidéo a l'air d'être très inspirante, donc c'est aussi pour ça que je vous le dis. Mais pour être synthétique, moi je pense que si on prenait le temps, chacun par exemple, là en ce moment c'est un peu plus compliqué en période de confinement, mais quand tout se passe bien, tu arrêtes quelqu'un dans la rue et tu prends le temps en fait de discuter avec cette personne. Et une personne que tu connais pas, quoi. Et on s'apercevrait qu'on a tous des histoires, en fait, des trajectoires qui sont assez dingues au final. Il y a des personnes qui arrivent à les mettre en lumière, qui deviennent des conférenciers, des écrivains, puis il y en a d'autres qui ne franchissent pas ce pas-là, mais qui auraient plein de choses hyper intéressantes à dire de par leur parcours et tout ce qu'ils ont vécu. Donc moi, avant tout, je me considère comme un citoyen lambda. J'aime pas trop en fait les étiquetes. On a cette fâcheuse tendance en France à mettre des étiquettes un peu sur tout. Et on me demande souvent d'ailleurs dans des interviews, mais Julien, qui es-tu quoi? Chef d'entreprise. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi je dis que je suis d'abord un citoyen, parce que je me considère réellement comme un citoyen. La petite différence, c'est que je suis passé à l'action en fait assez tôt. J'ai commencé à créer mon entreprise à 23 ans. Très tôt. Et comme je dis, là j'ai 41 ans, alors d'aujourd'hui pour donner un peu l'aspect temporel. Et donc, comme je dis souvent, j'étais dans ma petite chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sur un ascenseur. À Paris. Voilà, pas d'argent, pas de diplôme, parce que j'ai 0 diplôme, dyslexique et dysorthographique. Je me lance dans un marché qui est le marché du tourisme en plus, donc je sais vraiment absolument rien du tout. Donc culotté en fait quelque part. Mais pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, en fait, pourquoi à 23 ans je me suis dit tiens, je vais créer mon entreprise, il faut peut-être un peu revenir en arrière. Et pour ce qui me concerne, moi, ce qui m'a amené à être dans cette dynamique, c'est multifactoriel. Alors déjà, le point de départ, en fait, c'est mes parents. Ma mère, donc mes parents étaient gardiens d'immeubles. À Paris, c'est ça. Ouais, à Paris, oui. On a grandi dans un super quartier, en fait. On a grandi avenue Montaigne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas avenue Montaigne à Paris, c'est l'une des plus belles avenues du monde. C'est là où on trouve Christian Dior, Chanel. À l'époque, il y avait France 2. Enfin, c'est les plus grands couturiers, les bijoutiers qui se retrouvent dans cette avenue. Et nous, dans notre immeuble, donc on était gardien d'immeuble. Et dans l'immeuble, on avait des milliardaires. En fait, sur 6 étages, ça fait que des milliardaires. Et donc, ce qui est un peu détonnant, ce qui est un peu détonnant, c'est que nous, tu vois, j'appelle ça notre chambre parce que c'est tellement petit en fait. L'espace. Ça faisait 40 mètres carrés, on était 4, tu vois, à vivre dedans. Donc c'était pas très grand, donc une vraie promiscuité, donc pas de chambre, tu vois, tu peux pas inviter des potes. Ouais, tous ensemble. Ensemble, c'est ça. Et à côté de ça, moi je m'amusais avec, parce que j'avais sympathisé avec les enfants en fait qui étaient dans l'immeuble, et donc j'allais dans leur appartement, et je passais d'un appartement de 300-400 mètres carrés à un 40 mètres carrés. C'était très, très bizarre. Tu divises par 100. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que quand tu es enfant, en fait, tu n'es pas dans ces questionnements. Tu le vis plutôt bien, en fait. C'est juste, tu te rends compte que c'est un peu bizarre, quoi, mais tu le vis bien, quoi. Et donc, ma mère, elle était par passion, elle s'intéressait à la cartomancie et à l'astrologie. Et donc, du coup, elle tirait des cartes pour elle tirait des cartes pour ses amis, et puis elle faisait des thèmes astrales aussi pour ses amis. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de personnes qui passaient à la maison parce que c'était aussi une façon pour elle de s'initier et de se perfectionner dans sa passion. Donc, moi, ça m'a toujours intéressé. Elle a évidemment tiré nos thèmes parce que j'ai un grand frère, avec mon frère aussi. Et moi, ça a aiguisé ma curiosité, vraiment. C'était quelque chose. C'était un mystère, c'était quelque chose. C'est vraiment un mystère. Ouais. J'étais souvent à côté.
Je me rappelle, je prenais une chaise, puis je regardais ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait à la personne Ça et tout. t'intriguait. Ouais, ça m'intriguait, ouais. Et puis voilà, et puis donc bon, bah, la vie a continué, mes parents ont divorcé. Mon père, lui, est un vrai sportif. Il en est à son 52e marathon, donc il nous Waouh. a amené ouais, très tôt faire de la course à pied notamment. En tout cas, il nous a appris à prendre soin de notre corps, hein, j'ai envie de dire, hein, même si c'était Ça. peut-être pas une démarche volontaire. En tout cas, lui, il a allié très rapidement le sport à l'alimentation parce qu'il a été chef cuisinier et chef restaurant d'une dizaine de restaurants à Paris. Donc du D'accord. coup, il avait cette culture alimentaire parce qu'évidemment, quand tu fais des marathons, tu es obligé de prendre soin de ton corps quand même, tu ne peux pas manger Ok, n'importe ouais. quoi. Et donc nous, il nous a inévitablement emmenés là-dedans. Je t'avouerai que ça a duré un petit moment, puis au bout d'un moment donné, avec mon frère, on en avait marre en fait de faire des compétitions de course à pied Ouais. et de ramener des coupes ou des médailles à la maison, ça n'avait plus trop de sens, quoi. Et puis, je pense que le côté compétition nous plaisait pas trop. Mais bon, Sauf, sauf, sauf qu'il y avait autre chose qui t'intéressait. Un autre sport qui t'intéressait. oui, oui, ça je vais en venir. Ouais. Et donc, il nous a appris cette culture sportive et alimentaire. Et puis donc, voilà, les années ont passé, on s'est aperçu du coup que j'étais dyslexique et Hmm. dysorthographique. Ma mère a essayé de trouver plein de solutions pour m'aider. Et puis en fait, il n'y avait pas vraiment de solution à l'époque, en tout cas, j'ai Ouais, l'impression. ouais, ouais. Mais moi, j'étais très bien, je le vivais plutôt bien. En tout cas, je fais partie de ces 10 qui l'a plutôt bien vécu parce que j'ai transformé les choses. En fait, j'ai vite vu que j'étais différent dans la classe. Je m'ennuyais en fait, et donc du coup, je suis devenu le clown, quoi. Donc, moi, j'ai rigolé hein, à l'école. Pour avoir l'attention aussi. C'est ça. Puis bon, tu sais Je pas quoi suis- faire, on va faire le clown. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Soit je dessinais, Hmm. soit j'embêtais mes camarades. Donc, mais bon, voilà. C'est plutôt enfin, l'aspect scolaire a été plutôt un terrain de jeu avec évidemment pas du tout le désir tous les matins d'aller à l'école, mais quand bien même quand j'étais sur place, j'avais envie de m'amuser en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Parce C'était que ton terrain de jeu. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand tu es 10, ce qui est compliqué, c'est que tu fais beaucoup d'efforts en fait. Tu donnes vraiment beaucoup d'efforts intellectuellement Oui. pour essayer de faire Ça, un peu comme les autres, tu vois, enfin, mine de rien, tu vois, je me rappelle de passer des heures et des heures chez moi à réviser, à c'est ça. essayer de faire en fait comme tout le monde. Et puis au final, tu attends ta note et une semaine après, tu as le prof avec un grand sourire qui te dit que tu as 2, quoi. Ah, Et c'est ça, les lui, résultats ne suivaient pas forcément, quoi, derrière. ouais, et eux, les profs, ils se rendent pas compte en fait que toi, chez toi, tu as tout donné en fait, tu as essayé, quoi. C'est pas comme si tu n'avais rien fait. Ah Donc oui, au c'est ça, bout ta d'un câble. moment donné, tu lâches prise. Enfin, pour ce qui me concerne, à un moment donné, j'ai un peu lâché prise. Tu t'es dit, c'est Et pas pour toi. ouais, voilà, c'est ça. Et puis, révélation, du coup, à l'âge de 12 ans, mon frère il me fait découvrir le Kung Fu. Euh, Yes. parce que la contrepartie, c'est que j'avais beaucoup d'énergie et j'arrivais pas forcément à la canaliser. Donc, À en j'étais revendre. j'étais souvent à l'extérieur avec des potes à s'amuser dans des parcs, à jouer, à construire des cabanes, des trucs comme ça, pour dépenser mon énergie, mais j'avais un trop plein Trop d'énergie. plein. Et donc, du coup, mon frère il me dit, tu devrais essayer, ça va te plaire. Et comme je le dis dans mon TED, je ne le remercierai jamais assez parce que ouais, j'en ai fait pendant 14 ans. Ça m'a clairement canalisé. Ça m'a même amené à être champion de France en 99. Ouais, Donc, je suis devenu passionné en fait de cet art. Et ça m'a appris aussi à développer plein de choses. En fait, j'appelle ça, moi, c'est comme une école de la vie. c'est ça. C'est un, Il y a des enseignements, en fait, avec ouais, ces sports-là. énormément d'enseignements. Et je pense qu'on peut vraiment mettre tous les arts martiaux dans le même sac. Mm, mm. On peut mettre n'importe quelle passion aussi dans le même sac. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à déclencher une passion, l'équivalent d'une passion. Quand je te dis passion, c'est que pour ce qui me concerne, par rapport au kung-fu, quasiment tous les jours, on s'entraînait avec mon meilleur ami. Tous les D'accord. week-ends, on était au bois de Boulogne à Allez hop. essayer, à essayer de répéter des mouvements qu'on regardait dans les films de Jackie Chan ou de Bruce Lee. Et ça a été notre vie en fait pendant 14 ans. Tu vois, on était Ah, ouais, c'est non-stop. énorme. Enfin, c'était notre prisme de réalité, quoi. C'est ça. Tu vois, Omnibulé par. c'est ça. On voulait vraiment faire tout ce qu'on voyait nous dans les films, quoi. Et comme on avait une certaine facilité, je pense aussi avec mon meilleur ami, notre prof de kung-fu de l'époque l'a vu et nous a vite pris un peu sous Repéré, son hein. aile, en fait. Tu vois, donc il nous a bien poussé dans des limites que moi-même j'aurais jamais pu atteindre. Ça, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir en fait qu'au final il n'y a jamais de limite, quoi. Tu penses que toi tu arrives à ta propre limite, mais si tu as Mais quelqu'un il y a toujours. ouais, c'est assez impressionnant. Donc on est vraiment les premiers acteurs de se fixer comme ça nos limites, nos propres limites.
Et clairement. c'est chouette de se dire qu'il n'y en a pas, en fait, qu'on peut vraiment tout réaliser. Tu les dépasses à chaque fois, en fait, Tout au le fur temps. et à mesure. Ouais, c'est ça. Et dans n'importe quoi. Et donc, du coup, voilà, le Kung Fu me fait révéler un peu tout ça. Ça m'apprend à connaître mon corps, à développer aussi mon Mm. esprit. Et pendant cette période, je tombe sur un bouquin qui va venir conforter plein de choses de ce que je pense et de ce que je dis. Mais à l'époque, pour remonter, tu vois, en 95, tu peux pas T'avais quel parler de âge? ça. Bah, j'étais jeune, hein, je suis en Ouais, 78. Donc 78, tu vois, ouais, on est de la même année. Donc, ouais, 17 ans, un truc ouais. comme ça. Bah, à cette époque, tu peux pas parler enfin, difficilement en fait, de ce que je vivais. Je me rappelle me cacher au bois de Boulogne pour faire des câlins aux arbres, tu vois, ou parce que je sais pas pourquoi, en fait, je le faisais, mais parce que je sentais que ça me faisait du bien et sans pouvoir mettre de mots dessus, quoi, ou rester assis près d'un arbre, tu vois. Enfin bref, L'impression de se sentir un extraterrestre. un peu, ouais, Un peu, hein. un peu seul, ouais. Et puis je tombe sur ce livre qui est La prophétie des Andes, et là, Oui, paf, c'est un gros déclic. une grosse claque. Ouais, je me dis, waouh, mais en fait, je suis pas seul à penser comme ça. Enfin, ça vient vraiment me conforter. Et j'oublie un passage, d'ailleurs, un autre déclic qui a été très important dans ma vie, c'est à l'âge de 10 ans, donc c'est 7 ans avant. Oui, tu retournes un peu en arrière. Ouais, 10 ans, j'ai la chance, parce que pour moi c'est une chance, et pour beaucoup d'enfants qui ont vécu ça à l'époque, de faire partie d'un programme scolaire. Et en fait, on nous fait partir pendant un mois aux États-Unis, donc à Mm. Milwaukee. On est chacun dans une famille d'accueil et on continue tous les jours d'aller dans une école américaine pour continuer en fait notre programme scolaire. Mais à l'anglaise, quoi, donc en américain et pas en français. Et donc 10 ans, c'est hyper tôt, tu sais, pour quitter ton foyer, quitter ton attachement à tes parents, Tiens. t'es quand même assez jeune. Et ça m'a profondément marqué en fait ce voyage déjà parce que c'était la première fois que je prenais l'avion. Tu À quittais le territoire français. Hein. Ouais, à l'époque, prendre l'avion, c'était réservé à des personnes qui gagnaient extrêmement bien leur vie. Et en tant que gardien d'immeuble, tu ne gagnes pas très bien ta vie. Et donc, c'était déjà genre un super cadeau de me retrouver dans un avion. Il y a une musique qui était dans cet avion qui m'a bercé pendant tout le voyage jusqu'à Milwaukee. C'est Don't Worry Be Happy. Oh, excellent. Ouais, c'est excellent. Et je vois encore tous les élèves dans l'avion en train de chanter très fort cette chanson parce qu'il est passé en boucle en fait, dans l'avion. Ouais, énorme, hein, ça c'était énorme. Donc à chaque fois que je l'entends, tu vois, ça me fait rappeler ce Ah voyage. bah, c'est un ancrage Ah ouais, c'est clair. direct. Ouais. Et puis oui, c'est encore une autre école de la vie en fait. C'est l'école de la débrouille, tu vois. Tu te débrouilles tout seul sans tes parents, tu maîtrises pas Il n'y a la plus papa, langue. maman. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, et je sais que pour beaucoup en fait d'élèves que j'ai revus après grâce à Facebook, pour eux aussi, ça les a vraiment marqués, quoi. Donc ça a été voilà, un déclic très fort. Donc après le Kung Fu, après ce livre, donc La prophétie des Andes, donc 3 Ouais. gros déclics. Et j'étais déjà dans cette période, donc là on est en 95, ouais, 96, dans À peu cette près. période où je commençais à remettre en question beaucoup de choses. Je remettais en question notre système, en fait, le système bancaire, la Mm. politique. Je me vois encore descendre du métro à Paris et voir en fait toute cette foule qui descend du métro et Ouais. qui va à contre-courant. Et en fait, moi, je suis le seul en fait à remonter Sans cette son piste. Ouais. Et là, j'ai encore un autre déclic. Et je me dis, c'est fou, quoi, on est vraiment tous des moutons dans cette société. C'est ça. En fait, ça a été une période très remplie de déclics, quoi. Il se passait Ouais. beaucoup de choses. Et donc, du coup, il fallait que je fasse avec. Le livre La prophétie des Andes m'amène à me dire, il doit y avoir forcément d'autres livres dans cette Dans le même même sens. dans Ouais, le dans le même même. sens. Donc, Mm. bon, à l'époque, il devait avoir une dizaine de livres dans les librairies. Oui, Et oui. je les dévore. Et puis, ça m'amène de fil en aiguille à m'intéresser à d'autres choses, donc à la psychologie. Je m'intéresse après beaucoup à l'énéagramme, à la synergologie, enfin, à plein de choses. À Et l'humain. à l'humain, c'est ça, ouais. Et en fait, je me rends compte que plus j'en apprends sur l'humain et plus je deviens mon propre psy, en fait, sur ce parcours. Et donc, plus j'en apprends sur moi-même. Et donc voilà, donc ça a duré un certain temps. Et donc, comme je te le disais, j'ai pas de diplôme. Mais à un moment donné, une fois que j'avais fait le tour, donc j'ai essayé de passer 2 fois mon bac. Et puis, une fois que j'avais fait le tour en fait de tout ça, je me suis dit bon, il faudrait que je travaille peut-être pour découvrir un peu le monde professionnel. Et donc Même si, même si ça te motivait pas trop à la base. oui, voilà, c'est ça. C'était vraiment histoire de me dire bon, je suis peut-être pas fait pour les études. Découvrons le monde professionnel pour en faire ma propre idée. Donc, vivons cette expérience et puis on verra bien ce qui va en découler. Et ça a duré 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai été facteur, agent de sécurité, Ouais, t'as barman. multiplié. C'est ça, j'ai fait plein de petits boulots.
Et puis, bah, voilà, au bout d'un an et demi, tu vois, j'ai été conditionné par la société et qui me disait, en fait, bon, bah, de toute façon, si tu veux trouver un vrai travail, et de toute façon, il te faudra un diplôme, va t'as pas le falloir. choix. Voilà. Donc, possibilité de faire un BTS sans avoir son bac. Donc, je me lance dans un BTS Tenter. action. Je fais un BTS action commerciale, mais au final, je ne vais pas pouvoir suivre mes études parce qu'il y a j'allais dire, un drame familial qui se produit, qui est un peu D'accord. compliqué. Et donc, du coup, je me retrouve SDF pendant un peu plus de 6 mois de ma vie, en plein hiver. Et donc, j'avais le choix, hein. Alors qu'on se comprenne, j'avais le choix. C'est-à-dire, j'aurais pu très bien aller chez mon frère ou chez mon père, ou Oui. j'aurais pu faire ça, mais je décide de vivre l'expérience. Je décide de me débrouiller par moi-même, par orgueil et par fierté aussi. Tu voulais voir ce que tu pouvais faire toi tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, je voulais pas ennuyer les autres, en fait. Mm. Je voulais pas être un boulet. Ouais, ce sentiment de déranger. Ou... Ouais, voilà, c'est ça. Même si c'est la famille, donc c'est un peu Ouais. curieux. Et donc, du coup, voilà, je vis cette expérience, je la vis quand même plutôt bien. J'apprends beaucoup de choses, une fois de plus, sur moi, sur les autres. Ça dure 6 mois, donc au bout de 6 mois, je trouve une petite chambre de bonne de 10 mètres carrés, cette fameuse chambre de bonne de 10 mètres carrés. Et puis, je me rappelle la Bien première, vite. c'est ça. Je me rappelle la première fois être rentré dedans en me disant, oh là, je ne vais pas rester longtemps, et au final, j'y suis resté 10 ans quand même. Et donc, voilà. Et donc, quand tu es en BTS Action Commerciale, tu es en alternance et donc du coup, tu es dans une entreprise. Aussi. Et là, je commence à révéler mes excellences en fait dans l'entreprise. Je vois en fait que je suis bon en homme de communication, marketing. Je suis bon pour fédérer les gens autour de moi, pour le Yes. compte de mon patron en fait à l'époque. Et puis je vois surtout que ça a l'air de très bien fonctionner parce que le chiffre d'affaires il explose très rapidement. Ouais. Je le vois aussi. C'est mesurable, Ouais, entre voilà, guillemets. c'est mesurable. Je vois s'acheter une autre voiture. Au bout de quelques années, on déménage dans un appartement plus grand. Ce n'est pas lié uniquement qu'à moi, mais moi, je voyais bien que mon chiffre d'affaires, il était C'est exponentiel lié. de 30 à 40% tous les ans. Donc, puis j'avais quand même accès aux chiffres. Bon, c'était super en fait pour lui. Et donc, je reste dans cette entreprise parce que bah, je sors de cet épisode où je suis SDF et je me dis, bah voilà, hein, visiblement, j'ai l'air d'être plutôt bon. Je gagnais, on va dire, relativement bien ma vie parce que j'avais des commissions aussi sur les ventes que je En pouvais faire. fonction des. Mhm. Ça. Donc j'étais responsable publicitaire, en fait, j'étais chef de publicité, donc c'était un petit groupe de presse et je vendais D'accord. des espaces publicitaires pour des magazines. Et donc voilà, ça dure pendant un certain nombre d'années, je crois que ça va durer 6-7 ans. Et puis assez vite, je me rends compte que j'ai fait le tour en fait du métier, que ça ne me fait pas vibrer. Je me sens pas en cohérence en fait avec mes excellences. Quoi. Ça m'ennuie de mettre, Aligné. ouais, je me sens pas aligné. Et ça m'ennuie de mettre à contribution en fait ma créativité, mon énergie, mes talents pour le compte d'un patron avec lequel à l'époque je m'entendais bien, enfin pas bien justement. Euh, Ouais. je pense par manque d'incompréhension aussi parce Ouais, vous que n'étiez pas sur la même on vraiment n'était pas du longueur tout. d'onde ou la même Ouais, vibration. ouais, voilà, c'est ça. Et donc je lui en veux pas en fait pour ça quoi. Enfin, je le comprends beaucoup mieux maintenant. Je comprends aussi beaucoup mieux maintenant que quand on est salarié, on ne peut pas comprendre aussi comment les chefs d'entreprise peuvent réagir et fonctionner dans leur tête. C'est deux mondes vraiment différents et ça manque de communication en fait entre les deux. Il n'y a pas Heureusement, la passerelle. Hein. Ouais. ouais, les choses ont changé et évoluent quand même de plus en plus. Quoi. On parle de plus en plus de transversalité Transversalité. de l'entreprise. Mais à l'époque, ce n'était pas trop le cas. Hein. C'était tout le temps vraiment les systèmes pyramidaux. Donc, c'est un peu Ouais, compliqué. d'accord. Mm. Et donc, voilà. Donc, je lui dis à l'époque, moi, j'ai envie de partir. Ça arrive pile poil au moment où on peut faire une rupture conventionnelle de contrat. Donc, c'est arrangeant pour le Au patron bon moment. et arrangeant pour le salarié. Donc, du coup, je me lance, 23 ans, et je me dis, tiens, je vais me lancer dans le tourisme et je vais proposer aux gens ma façon de voir les choses, en fait, ma façon de voyager. Et ça a été une belle expérience aussi parce que, en fait, si tu veux, et je pense que c'est, à mon sens, la meilleure des façons quand tu te lances comme ça dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir de pont en fait derrière toi, c'est-à-dire de tout couper en fait derrière toi et que la seule solution que tu aies, c'est d'avancer. Si Il n'y a tu pas de plan n'avances B. ouais, pas de plan B. Ah, Si tu n'avances pas, ça ne pourra jamais marcher. Et donc, du coup, moi, j'avais coupé tous les ponts derrière moi. Et donc, voilà, la seule façon que j'avais devant moi pour faire en sorte que ça marche, autrement dit, que je puisse répondre à mes besoins basiques, c'est-à-dire manger et avoir un toit sur la tête, il fallait que mon entreprise, elle décolle, elle fonctionne. ça, Et il là, n'y avait j'ai pas de choix. ouais, et là, j'ai découvert un truc très rapidement, c'est-à-dire que
ouais, je crois qu'en l'espace de 3-4 mois, je passe du statut de salarié, donc du coup en chef d'entreprise dans ma petite chambre de bonne, et je vois que je me lève spontanément à 5-6 heures du mat. Une patate pas possible et l'envie de croquer le monde, quoi. Alors que Je j'avais te beaucoup de reconnaissais plus. mal, ouais, c'est ça. Alors que j'avais beaucoup de mal à me lever pour aller travailler à l'époque, tu vois, en tant que salarié, quoi. Et donc, du coup, je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça dynamisant. Enfin, je me sens de plus en plus aligné, en fait. Et au fur et à mesure, c'est le bon terme, plus les mois vont passer et de plus en plus, je me sens vraiment aligné, en fait, avec qui je suis et avec cette envie à l'époque de montrer au monde, en fait, ma façon de voyager, quoi, et ma façon de penser. Et plus ça va avancer et plus les portes vont s'ouvrir, plus je vais rencontrer les bonnes personnes, plus des synchronicités vont se mettre en place et plus en fait ma vie va commencer à devenir magique depuis 17 ans. Ta façon d'avancer, de voyager, toi, c'était vraiment de partir en mode solo C'est ça. avec, voilà, c'est ça. De partir avec en mode solo, de partir plutôt à la rencontre de la population, de découvrir en fait l'environnement dans lequel je me trouve, que ce soit la nature, l'aspect culinaire, la culture du pays, enfin, tout ce que ne font pas en fait les grands tours opérateurs et les grosses agences de voyage Ah, où on te drop dans un hôtel avec une serviette et puis tu te poses pendant une semaine ou deux. Et en fait, à l'époque, sans m'en rendre compte, je crée un marché et je crée le marché du tourisme éco-responsable. Et donc, je m'en rends compte assez rapidement quand même parce que je crois que ça a mis 1 an et demi avant que les gros tours opérateurs me tombent dessus parce que je reçois en fait un paquet de mises en demeure de personnes qui me disent eh ben c'est interdit ce que tu fais, il faut être licencié agence de voyage, etc. Et donc moi je leur dis que non en fait parce que j'ai créé juste un modèle économique et un nouveau marché apparemment, mais je suis ouais, dans c'est les ça. clous. Et donc Tu déranges. exactement. Et donc, mon avocat a dû intervenir à l'époque pour montrer que non, c'était juste quelque chose de tout nouveau et qu'on était parfaitement dans les clous. Donc voilà, après, ils ont arrêté de m'embêter, ça n'a pas duré trop longtemps. Et donc, du coup, ça a permis de faire décoller aussi l'entreprise assez rapidement parce que, je te dis, sans m'en rendre compte, je crée ce marché-là qui s'est imposé assez rapidement, je crois qu'en 4-5 ans, à partir du moment où j'ai créé mon entreprise, en 4-5 ans, le marché il était Ah déjà oui, c'est bien, fait. bien constitué. Il y avait déjà des acteurs qui levaient des fonds pour se transformer en ce que je faisais moi à l'époque, un intermédiaire entre une agence de tourisme et un voyageur, Ouais, voilà. spécialisé dans le bien-être et dans l'éco-responsabilité. Et donc, comme il y a des acteurs qui lèvent des fonds, qui lèvent des millions, assez vite, le marché que je crée commence à devenir saturé. Donc, les parts de marché commencent à être prises par ces acteurs Forcément. qui se positionnent dessus. Et puis moi, ça me permet de découvrir le monde en fait du tourisme et je me rends compte que je ne suis pas du tout raccord avec l'esprit en fait de ce milieu-là, quoi. Encore moins sur des thématiques où, à mon sens, il y avait des valeurs d'éthique, quand on parle de bien-être et d'éco-responsabilité, de voyager différemment, il y a des valeurs, tu vois, derrière tout ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, donc ça m'a pas trop plu. C'était très violent, je trouvais. En fait, le tourisme est assez violent dans sa façon de procéder en termes de concurrence, on va dire. C'est Et ça. puis ça germait dans ma tête depuis un petit moment parce que comme ma mère s'intéressait au développement personnel, comme je te disais, tu sais, à la cartomancie Oui. et tout ça, Voilà. j'avais cette casquette-là aussi en moi qui m'y intéressait et je voyais bien en fait qu'on en parlait très mal, que c'était encore trop souvent étiqueté de mouvements sectaires ou de gens un peu bizarres. Tu vois, juste Complètement. le mot méditation, le mot yoga, Oui. Oui, à l'époque, c'était à vu peine en comme. parler. Mm, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, bon, on va créer une agence de com. Et d'ailleurs, je me dis, c'est culotté, tu vas te créer une agence de com quand tu es dyslexique et dysorthographique. C'est excellent. C'est excellent. Pour ceux qui nous écoutent, comme quoi il faut se lancer, il faut s'écouter, Mais hein. oui, c'est ça. J'aurais été sérieux Écoutez-vous en me les disant, mais pilotes. attends, Julien, tu fais 80 fautes d'orthographe sur une dictée, et tu ne vas pas créer une agence de Oui, communication où tu te dois d'être impeccable sur la grammaire et sur l'orthographe. c'est ça. Tu aurais Et donc, écouté ton petit saboteur, entre guillemets. Là, tu passes ouais, pas du tout à l'action. C'est même c'est pas la ça, ouais. peine. Donc, du coup, on crée cette agence de com qui s'appelle Néo Bien-être et qui va prendre le relais. Donc, Néo Horizon Travel, c'est l'agence que j'ai créée à l'époque. Mais le Ouais. site internet, on le laisse tourner en fait depuis bien 10-12 ans maintenant, on s'en occupe plus. Et en fait, on consacre beaucoup d'énergie à Néo Bien-être. Et quand Néo Bien-être s'est lancé, on a commencé à créer l'agence de com, on a vite créé un réseau pour fédérer en fait tous les professionnels, les thérapeutes, Thérapeute. tous Ouais, c'est ceux ça. qui sont dans le monde des médecines douces et tout ça. Et donc ça a vite pris aussi parce qu'on venait de créer un nouveau marché aussi, on n'en parlait pas à l'époque. Donc ça a été super intéressant. Pendant 5-6 ans, j'ai organisé des rencontres dans 17 villes en France. Waouh.
et aussi en Belgique, en Suisse, en Canada et en Angleterre. Yes. Donc, je me déplaçais tous les mois et puis je fédérais une trentaine de professionnels à chaque fois dans des restaurants bio. C'était un peu comme une forme de speed dating et donc ça permettait à ces acteurs de se rencontrer, de se fédérer et puis après plus loin, de créer des affinités et essayer de créer des choses. Du C'est super. networking. Ouais. C'est hyper intéressant. Moi, ça m'a fait aussi beaucoup de bien à titre personnel parce que ça me permettait de rencontrer des gens qui pensent comme moi, qui étaient dans la même philosophie que moi en fait. D'autres extraterrestres. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est assez intéressant aussi à souligner parce qu'à l'époque, on n'était quand même pas beaucoup. Enfin, moi, je pense qu'on a toujours été beaucoup, mais comme il n'y avait pas d'acteurs comme nous, on l'avait fait pour fédérer en fait toutes ces personnes-là, on se sentait chacun un peu isolé. Ouais. Donc, on se sentait vraiment isolé en fait dans chacun de notre côté. Et donc ça, ouais, c'était très sympa. Et puis, l'agence Néo Bien-être m'a amené à créer le festival pour l'école de la vie. Ça m'a amené à créer le congrès Innovation en éducation, à réaliser 2 films. Le film C'est quoi le bonheur pour vous et l'école de la vie, une génération changée. Et puis voilà, on a créé aussi là, alors là cette année, on ne va pas pouvoir le faire, mais on a créé depuis, donc c'est notre 9e séjour, des séjours vélo, yoga et méditation. Yes. Là, j'accompagne des groupes, on part pendant une semaine en autonomie, c'est très sympa. Donc voilà, donc en fait, Néo Bien-être a un peu pris le relais de Néo Horizon Travel et il y a encore beaucoup de choses à faire parce que j'ai une liste de 17 projets sur mon bureau. Donc il y a encore des choses à faire. Encore des choses à faire. Ouais. Donc si on reprend un petit peu, il y a 2 films qui sont sortis, d'accord, l'école de la vie. Il y a C'est quoi le bonheur, qui est d'ailleurs accessible aujourd'hui grâce au confinement, tu l'as mis gracieusement à disposition sur YouTube. Donc, je vous mettrai les pilotes, le lien pour pouvoir le retrouver. Il est juste magnifique. Hein. L'école de la vie, c'est pareil. Et il y a aussi, donc le festival cette année, il n'aura pas lieu. Oui, cette année, on fait une pause. Alors, pourquoi on fait une pause? C'est parce que l'année dernière, donc, on a eu j'allais dire une tempête, c'est pas le terme, mais en fait, on nous a annoncé des orages et classé orange et parfois violé sur certains sites internet. Et donc du coup, par mesure de sécurité, le samedi, on a eu quand même de fortes pluies dans la matinée. J'ai décidé en fait d'arrêter le festival pour pas qu'il se passe d'accident en fait, parce que où il y a entre 10 et 15 000 personnes qui viennent. Et donc du coup, c'est compliqué d'arrêter un festival. C'est la première fois en 5 ans qu'on est obligé de l'arrêter. Et c'est assez, ça engendre beaucoup de choses en fait derrière. Donc énergétiquement déjà, ça nous a épuisés. Bien sûr. Avec l'équipe. Émotionnellement, ça nous a mis un peu le moral dans les chaussettes. Et économiquement aussi, ça a été compliqué. Sur plusieurs plans. Ouais, sur plusieurs plans. Et donc, du coup, on s'est dit, on a plutôt tendance à s'écouter. Et on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse une pause là, parce que renchaîner comme on le fait en fait depuis 5 ans entre le congrès et le festival, ça va nous demander trop d'énergie et on va pas proposer une belle édition. Quoi. Donc du coup, on fait une pause, mais ça ne nous empêche pas de proposer quand même le 4e congrès Innovation en éducation cette année à Paris. Et là, on est très fiers de ça parce que c'est la première fois qu'on fait quelque chose à Paris. Yes. Pour tous ceux qui sont dans l'Île-de-France, c'est vrai que ça va être c'est un événement incroyable avec des invités incroyables. Ouais, on a beaucoup de chance. Ouais. Le 24 et le 25 octobre. Exactement, le 24-25 octobre 2020 à l'Espace Charenton à Paris. Et le congrès, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le principe de congrès. Donc il y a 12 conférences. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir 10 conférences et 2 débats. Donc un débat le samedi matin et un débat le dimanche matin avec des invités. Et le reste, c'est des conférences. Sur place, il y aura 26 stands. Donc on ne parle que d'éducation, évidemment. Et la salle peut accueillir 1100 personnes. Donc ce sera une grande famille qui sera présente. C'est juste incroyable. Ouais, c'est génial. Donc, on commence déjà à bosser dessus. Nous, on a envie d'y croire. Donc, on croise les doigts. On se dit que 24-25 octobre, c'est encore loin. Donc, a priori, cette édition aura bien lieu. C'est loin et en même temps très proche. Donc, prenez vos places. Je vous mettrai aussi les liens pour prendre vos places parce qu'à mon avis, elles vont partir très, très vite. Ça part vite, oui. Donc, et puis, restez bien parce qu'à la fin, Julien va vous faire un cadeau. Donc, je n'en dis pas plus, restez bien jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil, Julien, à nos pilotes, justement, pour trouver le bonheur? Pour moi, il y a j'allais dire des piliers. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il y a
tous en tant qu'humains, on peut appliquer à peu près les mêmes règles. À peu près. Mais c'est à chacun quand même de trouver les bons outils. Et un des premiers outils, à mon sens, c'est d'avoir une activité sportive. Alors donc du coup, peu importe ce que va être l'activité sportive, puisqu'on est tous différents. Moi, en ce moment, c'est le yoga, la marche à pied, et puis j'aime bien faire du vélo. Donc, mais pour une autre personne, ça va être autre chose. Donc, à chacun de trouver son sport, mais quoi qu'il arrive, il faut avoir une activité sportive dans la semaine parce que ça nous permet de libérer les toxines, ça permet de libérer de l'ocytocine, ça permet de dégager plein de molécules de bonheur pour notre corps. Et ça, c'est important, quoi. Donc, notre machine biologique est très importante et il faut en prendre soin. Et le sport, c'est pas de la compétition, hein. Du tout. C'est pas forcément les sportifs de haut niveau. Le sport, c'est vraiment, ça doit rentrer dans notre hygiène de vie, en fait. Ça fait partie normalement de nos rituels. Exactement. Ça ne devrait pas être une option. Donc, et on peut avoir du sport, comment dire, de manière douce, tu vois. Bien sûr. C'est pas forcément du cardio à tout va ou. C'est clair. Ah ouais, à chacun de trouver, ça peut être du tai chi par exemple, c'est très doux, du qigong aussi, c'est très doux. Tout à fait. À chacun vraiment de trouver, mais je pense qu'on peut vraiment le souligner, il faut avoir une activité sportive, ça me paraît vraiment primordial. Ouais, c'est ça. Donc déjà de conscientiser, de prendre soin de sa machine biologique, et ça va de pair évidemment avec l'alimentation. Donc si tu fais du sport, il faut aussi te donner les moyens pour essayer de bien manger. Donc, l'heure d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de boutiques bio qui se développent, donc le prix quand même commence à baisser de plus en plus. Donc, moi, je peux te le dire, à l'époque, quand j'étais à Paris, il n'y avait pas de... cher. Ouais, ça coûtait une fortune, parce qu'il devait y avoir une boutique bio, je pense, un seul label. Et donc, pignon sur rue. Hein. Ouais, voilà, et donc du coup, c'était quand même assez compliqué de se fournir. Ça coûtait vraiment très cher. Donc, du coup, moi, je faisais mes cours dans les supermarchés comme tout le monde. Et donc, je peux comparer parce que quand j'ai quitté Paris et que je suis arrivé à Montpellier, il y avait une boutique bio en fait qui était quasiment en bas de chez moi. Et donc j'ai pu vite vérifier le panier moyen que j'avais sur Paris et le panier après que j'avais en allant dans cette boutique bio. Donc là, je vous parle d'il y a 7 ans en arrière. Et la différence, elle n'était pas énorme. Alors pourquoi elle n'était pas énorme? C'est juste que en fait, j'achetais beaucoup moins de produits. C'est-à-dire que dans les supermarchés, évidemment, le coût est moins élevé, donc tu achètes beaucoup plus. Mais par contre, tu manges plus de produits qui sont pas bons pour ton organisme. Alors que dans des boutiques bio, a priori, tu vas quand même avoir des produits qui vont être bons pour ton organisme. Et comme c'est un peu plus cher, quand même, il faut le souligner, tu vas en prendre moins. Et donc, de plus en plus, je suis parti en fait dans cette idée de prendre des produits qui vont être juste bons en fait pour ma santé, quoi, bons pour mon corps. Donc, en apport. Ouais. Donc ça m'a mis du temps. J'ai appris qu'il fallait à peu près 5 ans pour une personne motivée pour trouver vraiment les aliments qui vont être bons pour lui. Ça passe par vraiment de l'observation. Il faut vraiment écouter son corps. Il faut regarder ses selles. Il faut être attentif en fait à plein de choses, à plein de signaux comme ça de son corps. Et donc ça, c'est un des leviers aussi qui me paraît vraiment déterminant. D'ailleurs, Hippocrate, il le dit très bien, que ton aliment soit ton médicament. C'est ça. C'est vraiment, ça prend tout son sens, je trouve, cette phrase. Quoi. Donc voilà, se donner les moyens, être dans cette démarche-là, de faire du mieux qu'on peut pour bien se nourrir. Le troisième levier qui me paraît important par rapport à notre machine biologique, c'est le sommeil. Je crois que dans notre vie de tous les jours, quand tout va très vite, là, alors que tout est sur pause là, en ce moment, mais quand tout va très vite, on est un peu dans un rythme métro boulot dodo. Ouais, on ne se rend plus trop compte en fait, de notre sommeil, quoi. Et en fait, le sommeil, il est déterminant pour attaquer la journée du lendemain, quoi. Juste pour que ton corps puisse vraiment bien récupérer, se ressourcer, se régénérer, que toutes les cellules puissent se régénérer, etc. Et donc, être attentif à ça, c'est être attentif à ton besoin de sommeil. Donc, pour certaines personnes, ça va être peut-être, ils ont besoin de 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, peu importe. Mais c'est de savoir en fait combien d'heures de sommeil dont tu as besoin. Et en fonction de ça, une fois que tu sais que de toute façon, ta machine biologique va se réveiller au bout de 7 heures, par exemple, et passer de te coucher en fonction. Et donc, du coup, de plus en plus, de bannir ton réveil. Parce qu'on s'est aperçu à travers plein d'études que peu importe le réveil, à partir du moment où le réveil te réveille, donc te sort en fait de ton sommeil, ton corps en lui-même, même si tu en ressens pas, il est stressé en fait pendant toute la journée. Parce que parfois, ça joue à 1 minute, à 2 minutes. Et le plus important, c'est vraiment de se réveiller quand ton corps se réveille. Et je sais qu'il y en a plein qui vont se dire, mais moi, c'est impossible, je suis de la nuit, moi, c'est impossible, je suis un grand dormeur, et tout, etc. Voilà. C'est faux,
c'est faux parce que moi, j'ai fait partie de ces gens aussi qui avaient les mêmes réflexions. Ça, je peux La vous le même dire. croyance. Les mêmes croyances, tout à fait. Et donc, non, c'est totalement faux. C'est juste une question de franchir le pas, en fait, tu vois, d'essayer à chaque fois, quoi. De faire du mieux qu'on peut, en fait, pour tendre dans cette direction. Et Intéressant. ouais, si je reviens en arrière, quand j'étais champion de France en 99 de Kung Fu, moi, je dis toujours pourquoi j'étais champion de France. C'est juste parce que j'ai répété les mouvements, en fait. J'ai répété les exercices. J'étais tout le temps en train de répéter, répéter, répéter. Et ça, on peut l'appliquer dans tout. Donc, si on répète les choses, c'est-à-dire que si on répète l'exercice physique, prendre soin de son corps par l'alimentation, être attentif à son sommeil, donc bannir de plus en plus son réveil, on va s'en rendre compte assez rapidement des bienfaits en fait que ça nous produit. Et ça, ça vient assez rapide, quoi. C'est-à-dire que si on le fait consciencieusement, avec beaucoup de rigueur, de persévérance, je pense qu'en l'espace d'un mois, déjà, on sent les bienfaits. Et Bien si sûr. vous arrêtez, vous allez vous apercevoir aussi que quand vous vous arrêtez, qu'il vous manque un truc. Donc c'est aussi justement c'est ce qui matérialise le fait que ça nous fait vraiment du bien. Ouais, c'est ça. Il y aurait une baisse d'énergie, il y aurait quelque chose en moins. Tout à fait. Alors, Mais pour autant, il ne faut pas se flageller si à un moment donné, et moi encore par exemple ce matin, j'avais pas envie de faire des exercices physiques. J'avais pas envie, ça me c'est un fatiguait. jour sans. Ouais. Mais je me suis motivé et puis je les ai faits. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se flageller si un matin, comme par exemple ce matin, on n'a pas envie, quoi, on n'a pas d'énergie et puis on ne va pas le faire par exemple. C'est pas grave en fait, il y a rien de grave. Le plus important, c'est de continuer en fait, c'est-à-dire c'est d'être dans cette démarche. Vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire de la marche parce que vous n'avez pas réussi à faire votre yoga du matin par exemple, ou vous allez faire peut-être plus attention à votre repas du soir. C'est juste d'être dans cette démarche en fait quotidiennement qui change beaucoup de choses. Complètement. Complètement. Donc C'est, ça, c'est... Ouais, pardon. non, non, je disais que c'était hyper important en fait de pas d'être dans cette bienveillance. D'être dans cette Exactement. bienveillance, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais l'idée c'est de persévérer et de continuer. C'est C'est parce qu'il ça. y a un jour où voilà où vous faites pas ce que vous aviez prévu de faire que ah bah non bah maintenant j'arrête parce que je l'ai pas fait aujourd'hui ou et donc là c'est le meilleur moyen d'abandonner finalement ses objectifs et d'aller Exactement. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on met en place cette petite hygiène de vie, on va dire, pour son corps, après, il y a d'autres choses qui vont en découler. Moi, je pense qu'on pourrait recommander à tout le monde, par exemple, de méditer, de oui, faire ne serait-ce que 10 minutes de méditation par jour. C'est toujours pareil. Hein, si moi, là, ça fait un certain nombre de jours, par exemple, où j'ai pas réussi à prendre le temps de méditer, je m'en veux pas, en fait, pour ça, quoi. Je veux pas me dire, là, t'es trop nul, Julien. Toi qui prêches d'être bien dans son bravo, corps, bien dans sa bravo tête. Julien. Je sais pas, non, ça va, je le vis bien parce que Mais oui, de toute exactement. façon, je suis dans cette démarche-là, donc voilà. Donc on peut le recommander parce que ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a une flopée de scientifiques qui sont intéressés à la méditation. Et pour ceux qui sont cartésiens, on voit en fait à travers leurs études que c'est extrêmement bon pour le corps, extrêmement C'est bon ça. pour la tête, pour le cerveau, pour plein de choses, juste 10 minutes par jour. Donc pour les sceptiques, il suffit juste de tomber sur les études et maintenant je pense qu'il y a une flopée d'études sur Oui, Internet. c'est clair. Là, sur Et le là, plan scientifique, là, ouais, et la méditation, pour la simplifier, pour ce qui me concerne, c'est juste un exercice de relaxation. C'est voilà, se poser, idéalement avoir le dos droit, respirer en fermant les yeux, et puis juste voilà, laisser aller le flot de pensée qui pourrait venir, et tout en étant dans un environnement dans un environnement quand même dans lequel on se sent bien. Donc ça peut être dans sa chambre. Pour moi, le top, c'est quand même en pleine nature, évidemment, mais au moins dans un lieu dans lequel on se sent bien. Et la méditation, ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime bien faire la vaisselle pour ma femme, qui adore cuisiner, elle cuisine super bien d'ailleurs. yes. Et donc moi, quand je fais la vaisselle, je me mets un peu en mode méditation, tu vois. Je suis avec ma vaisselle, quoi. Parfait. Et On j'aime peut bien, méditer, ouais, c'est ça. Et j'aime bien bien la faire, tu vois, que ce soit bien fait. Quand je suis sur mon vélo et que je pars pédaler aussi, je me sens connecté avec mon corps, avec l'environnement, avec la nature, et je suis dans mon exercice, tu vois. Donc ça, c'est un instant aussi méditatif. Il y a plein d'instants méditatifs de la vie de tous les jours dans lesquels on ne se rend pas compte. C'est une petite pause à un moment donné dans laquelle on est concentré sur quelque chose. Tout à l'heure, je disais d'être assis et de se concentrer sur sa respiration. C'est juste histoire d'être concentré en fait sur quelque chose. ouais, C'est un instant méditatif. Pour ceux qui prient, par exemple, la prière, c'est aussi un instant méditatif. Donc complètement, complètement. voilà, ça je pense qu'on peut vraiment le recommander. Et Ça fait partie. normalement, quand on est dans cette démarche,
donc de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit, il y a un phénomène qui commence à se produire, c'est que il y a un certain nombre de personnes de notre entourage le plus proche, avec nos amis, parfois notre famille, avec qui il y a un décalage en fait qui va se créer, mais ce qui est tout à fait normal, parce que c'est des cheminements individuels, hein, donc on est tous sur des chemins différents, et dès qu'on a commencé à acter et qu'on est vraiment dans l'exercice de ces fonctions d'être bien en fait, tout simplement, eh ben, on se sent plus éclairé, il y a d'autres sujets de conversation qui vont nous intéresser et d'autres sur lesquels on n'aura pas envie de s'attarder. Il y a d'autres sujets aussi sur lesquels parfois ça va peut-être engendrer euh, des discours un peu contradictoires avec des personnes qui ne comprennent pas forcément le langage. Enfin, et donc ça, c'est normal. Donc j'en viens à cette partie parce que quand on s'intéresse à soi et qu'on commence à avoir des lectures et tout machin, forcément notre entourage, il évolue aussi de chacun de son côté et donc on va plus être synchrone avec... Il peut y avoir, voilà, des décalages. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas grave en soi, c'est même plutôt bien. Et donc ça veut dire aussi, et ça sous-entend que dans l'idéal, il faut s'entourer plutôt de personnes positives. Et donc je sais que c'est des choix parfois qui sont pas évidents, mais tu me demandais des outils pour tendre vers le bonheur. Pour moi, c'est un outil pour tendre vers le bonheur. Il vaut mieux être entouré de personnes qui te tirent vers le haut plutôt que de personnes qui te tirent vers le bas. On a toujours eu dans notre entourage des personnes qui vont mal. Ça va pas. T'as beau être le plus bienveillant possible avec eux, le plus empathique, faire de la psychologie, les aider, d'essayer de les accompagner, leur donner les meilleurs conseils du monde que tu veux, et tu vois en fait que leur vie ne change pas. Et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas leur déclic. Donc tu peux leur dire n'importe quoi, tant qu'une personne n'aura pas son déclic, elle ne fera pas les choses. Donc l'idée, c'est pas de les repousser, de les éjecter totalement de sa vie, mais c'est de s'en séparer de plus en plus, en se disant qu'elles vont avoir leur propre cheminement. Peut-être qu'à un moment donné, on se retrouvera, mais là, en ce moment, moi, à titre personnel, ça ne me nivelle pas vers le haut et j'ai besoin d'une énergie positive. J'ai besoin parce que je suis dans cette énergie-là. Et donc ça se démontre à plein de niveaux. Une fois qu'on est dans cette énergie, justement, on va attirer a priori des personnes qui sont sur le même taux vibratoire. Et donc, du coup, ça va se faire, ces rencontres-là vont se faire de manière assez simple. Exactement. Et pour autant, il faut aller quand même dans des réseaux, il faut aller dans des manifestations, dans des festivals, dans des colloques. Il faut aller dans des lieux quand même pour rencontrer ces gens, parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'on peut se sentir encore assez isolé. On n'est pas encore passé au stade des 51% de la population qui s'intéresse au développement personnel, là, tout ça. Tout le reste, je ne sais pas s'il y a déjà 20% de la population qui est dans cette démarche, je trouve que c'est déjà énorme. Et sachez qu'on n'est pas seul, qu'il y a des millions et des millions de personnes à travers le monde et en France, bref. Et donc l'idée, c'est d'aller dans ces lieux-là aussi pour se rencontrer, parce que ça fait du bien, tout simplement. C'est ça. De ne pas se sentir seul. Voilà, de pas se sentir seul. Et comme on dit, on est vraiment la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, l'énergie que notre entourage va avoir sur nous va nous impacter. Donc si c'est des personnes qui elles sont tout le temps déprimées, qui sont mal, etc. Même si nous on est de nature, j'ai envie de dire, optimiste et on a tendance à avoir le verre à moitié plein, malgré tout, on va être contaminé. Donc l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes qui nous tirent vraiment vers le haut. Et quand on est dans ce niveau-là, on rencontre ces personnes-là. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est impressionnant parce que je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné, peut-être dans le monde de l'entreprise ou au sein des amis ou de la famille. Il suffit qu'à un moment donné, je vais prendre l'exemple d'une entreprise, il suffit qu'il y ait une personne dans un espace de coworking avec, je sais pas, une trentaine de personnes, il suffit qu'il n'y en ait qu'un qui ait une énergie négative, on va dire une énergie négative, et ça va attirer les autres. C'est quand même fou. Hein. Ça se contamine. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est vérifiable. Donc moi, je dis très souvent, et de plus en plus, qu'on a une responsabilité en tant que citoyen de prendre soin de soi, en fait. Juste de partir du principe que de prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de sa planète, c'est aussi prendre soin des autres autour de nous, et prendre soin d'un collectif, prendre soin de sa famille. Et donc, il faudrait que chacun se responsabilise par rapport à ça et fasse ces démarches que je viens d'évoquer, là, c'est quelques basiques, d'être dans cette démarche-là. Maintenant, il faut conscientiser une chose, c'est qu'on ne nous a pas éduqués à ça. On ne nous a pas appris en fait à s'occuper de nous. On nous a toujours dit,
que c'était justement égoïste de penser à soi et de s'occuper de soi, Tout à alors que fait. évidemment c'est tout l'inverse. Donc du coup, il ne faut pas se blâmer, il ne faut pas se flageller, il ne faut pas dire là, mon Dieu, moi je ne suis pas dans cette démarche, je suis une mauvaise personne. Non, parce que tu peux reprendre le contrôle de ta vie à n'importe quel moment. C'est ça qui est magique, quoi. Tout à Donc, fait. euh, donc là, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient peut-être en train de réfléchir à tout ce que je suis en train de dire, se dire, bah, oui, en fait, vous pouvez passer à l'action dès demain. Dès demain, vous pouvez commencer à vous occuper de vous, avant votre mari, si vous êtes une femme, avant votre femme, si vous êtes un homme qui nous écoute, avant vos enfants. C'est ça. Commencez par vous occuper de vous. Soyez égoïste. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça commence vraiment, charité bien ordonnée, commence par soi. Et c'est véridique. Parce que c'est vraiment en pensant à soi, en rechargeant ses propres batteries, que justement on va pouvoir après rayonner et pouvoir après accompagner les autres. Mais si on s'oublie et on accompagne les autres, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, nos batteries vont être à plat. On C'est aura ça. tellement, tellement tiré sur les cordes qu'à un moment donné, c'est burn-out, dépression, etc. Et j'en passe et des meilleurs et des Exactement. maladies qui peuvent aussi s'actionner. Donc, Et moi, ce que je constate, c'est que, d'ailleurs, si vous êtes en couple, respectez-vous par rapport à ça, respectez le fait que chacun, vous ayez besoin de vous occuper de vous, et qu'il y ait une troisième entité, quoi, on va dire, une troisième personne qui est le couple. Mais il faut que vraiment vous accordiez cette liberté à chacun, en fait, de prendre soin de vous. Et donc, je te dis ça, pourquoi je te disais ça? C'est parce que oui, il y a une corrélation quand même. C'est que donc ça remonte en 2003. En 2003, quand j'ai créé mon entreprise, les ouais, personnes qui changeaient leur activité, donc ils étaient, je sais pas, ils avaient un poste de salarié, puis ils décidaient de switcher et devenir entrepreneurs, par exemple, beaucoup à cette époque créaient une chambre d'hôte. Et donc, ils ouvraient une chambre d'hôte en pleine nature, parce qu'ils avaient besoin de se retrouver en pleine nature, voilà. l'envie d'accueillir du monde et d'être dans l'échange humain, tu vois, etc. Donc moi, je les ai suivis, ces gens-là, à l'époque, et je me suis aperçu que pour beaucoup, bah, ils ne s'étaient pas préparés à ça. Et là, maintenant, ceux qui veulent changer comme ça de métier professionnel, pour beaucoup, ils ont envie de devenir thérapeute. Donc, parce que maintenant, il y a plein de centres de formation pour devenir Bien sûr. sophrologue, naturopathe, Ah hypnothérapeute, oui, tout c'est ce que clair. tu veux. Et donc, il y en a beaucoup. Et c'est arrivé quand? Ça arrive à 50 ans, en moyenne, hein. Généralement, c'est à 50 ans. Et je reviens du coup sur ce que tu disais, parce que arrivé à 50 ans, les gens en ont marre, ils font l'équivalent d'un burn-out, ils sont occupés de leur famille, donc de leurs enfants, de leur C'est chérie, ça. par exemple, et ils ne sont pas occupés d'eux. Et moi, je dis, c'est trop Exactement ça. dommage, les gars, on ne va pas attendre 50 ans quand même pour s'apercevoir qu'on s'est occupé de ça. Je Donc, te jure, c'est exactement ça. bah Il y oui, en a qui attendent aussi la mort de leurs parents. Alors c'est un peu glauque, j'avoue, mais il y en a qui attendent aussi, par exemple, les décès de leurs parents parce que ils sont dans cette fidélité entre guillemets vis-à-vis de leurs parents. Et donc du coup, c'est à la mort que là ils vont décider de faire vraiment ce qu'ils veulent. C'est parce que ils n'auraient pas pu ouais. affronter leurs parents. Donc non, non. Alors surtout si vos parents vont vivre longtemps, ça serait dommage. C'est clair. Bah oui, oui, c'est évident. Enfin, en tout cas, pour toi et moi, ça paraît évident. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais Ça. je vous assure que c'est évident. Et c'est pour ça que ces 7 dernières années, je passe beaucoup de temps et l'énergie autour de l'éducation. C'est que je me dis, eh ben, en fait, que tout part de là, en fait, tout part de l'éducation. Donc, si on accompagne les enfants le plus tôt possible, juste à les accompagner, donc même pas à les éduquer, mais être plutôt dans l'accompagnement de ce qu'ils sont, en fait, dans l'être, eh ben, je pense que tu vois, on serait plus dans ces réflexions, on aurait plus ce talk qu'on a aujourd'hui ensemble, Exactement. parce que les adultes seraient déjà un peu plus éveillés, ils seraient en cohérence avec qui ils sont, avec leur être profond. Peut-être qu'ils auraient créé une activité dédiée pour le bien commun, où ils seraient vraiment en raccord avec leur excellence, ou ils seraient, je sais pas, salariés dans une entreprise qui est bordée d'éthique et de valeurs. Et ça part de notre éducation, en fait. Et c'est pour ça que le sous-titre de mon deuxième film, L'école de la vie, c'est une génération pour tout changer. Parce que je pense qu'il nous faut Mm. une génération. C'est-à-dire que si on s'occupe des enfants et qu'on ne s'occupe pas des parents et qu'on ne s'occupe pas des enseignants, bah, ça va nous mettre un petit peu de temps, quoi. Donc en fait, il faut vraiment s'occuper comme ça de tout le monde et accélérer le déconditionnement. Il faut qu'on se déconditionne de tout ce qu'on nous a appris, pour une grande majorité, et qu'on change un peu notre regard sur beaucoup de choses. Et ça part de C'est clair. l'éducation. C'est clair. Et si tu fais la passerelle, il y a aussi une comparaison, par exemple, avec le tri sélectif. Le Ouais, tri sélectif, comment il est rentré vraiment dans les foyers? C'est par les enfants. Pourquoi? Parce que c'est à l'école, entre guillemets, qu'il y avait vraiment des cours de tri sélectif, etc. Et que d'accord. petit à petit, du coup, les parents aussi ont changé leur mode
Et moi, je crois beaucoup, comme toi, justement, à l'éducation, c'est-à-dire que en allant vraiment à la base, on peut même changer les adultes. C'est-à-dire que les enfants peuvent changer aussi la mentalité de de leurs parents parce que les enfants, on se gêne de poser des questions qui vont venir gêner les adultes, tu vois. Oui, oui. Et donc, du coup, si tu leur apprends justement à être alignés, tu leur apprends à méditer, tu leur apprends à aller se connecter au plus profond de leur être, etc., c'est eux qui vont aller apprendre à leurs parents. Alors que si tu veux passer par les parents, ils vont te faire un barrage. Mais si tu C'est passes clair. par les... Et du coup, en alliant enfants-parents, ça va être juste explosif. Ça va être C'est le juste combo explosif. gagnant, ouais. Donc là, on va leur faire leur cadeau juste avant, pour les pilotes. Toi, ton bonheur, c'est quoi? Mhm. Roulement de tambour. En fait, ça me fait sourire parce que, tu sais, quand le film C'est quoi le bonheur pour vous, il est sorti en 2017. Oui, Et pendant que je faisais toutes ces interviews, là, ça a duré pendant 4 ans, ouais, c'est bien. souvent on me disait, vous allez devenir Monsieur Bonheur, en fait, vous allez devenir l'expert du bonheur. Alors du coup, c'est quoi le bonheur pour vous, Julien? C'est ça. Et en fait, moi, à chaque fois, je leur faisais la même réponse quand on me posait la question à l'époque, et je leur disais, il faudra regarder le film, parce qu'à la fin du film, je vous promets que je vous donnerai ma définition. Et donc, à la fin du film, je donne ma définition. Mais pour te donner une petite définition, parce qu'à la fin, je la développe en 3-4 minutes, Ouais. et j'aurais pu la développer un peu plus longtemps d'ailleurs, j'avais beaucoup de choses à dire, mais on est un peu limité sur un format de film. En fait, quand j'ai créé mon entreprise à l'époque, j'ai déterminé notamment mes besoins. Et en fait, je me suis dit, Julien, ok, donc visiblement déjà, tu as besoin d'être libre, tu as Déjà. un vrai besoin de liberté, donc de te débrouiller par toi-même. Quels sont tes besoins un peu pragmatiques de tous les jours? Et donc, pareil, j'étais tombé sur des bouquins à l'époque qui étaient intéressants là-dessus. Et ce que j'en avais conclu, c'est que moi, j'avais des besoins très primaires, en fait, et qui n'ont pas changé d'ailleurs. Juste besoin de manger, de dormir, de voyager. Ça fait partie de mon équilibre personnel. Il faut que je parte au moins un mois seul dans l'année. Mais pas forcément à l'autre bout du monde, hein, mais il faut que je sois quelque part, pas forcément un mois non plus. Ouais, Mais ouais, mais partir. il faut que je parte seul à un moment donné. J'ai besoin de me retrouver, en fait. Et donc, du coup, c'était ça, en fait. Mes trois besoins de base, c'était manger, dormir et voyager. Et donc, c'est en fonction de ça où je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je trouve un modèle économique dans la création de mon entreprise qui me permettrait de voyager, de manger et puis d'avoir un toit. C'est Et ça. donc, merci Internet à l'époque, parce que c'est quand même grâce à Internet que j'ai pu créer Neohorizon Travel. Et donc, pour moi, réfléchir aux besoins, c'est un peu se poser la question, c'est quoi le bonheur pour moi au final? Et donc, si je devais te dire c'est quoi le bonheur pour moi à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a pas changé en fait avec ma définition que je donnais dans le film, et encore moins avec les besoins dont je te parle que j'ai déterminés. Pour moi, le bonheur, il est très basique. C'est vraiment manger, dormir, être en contact avec des gens, être en pleine nature, l'amour, l'amitié. Enfin, tu sais, vraiment Interconnecté. ouais, et puis je sais pas, j'ai envie de dire la base de ce qui nous constitue en tant qu'être humain, quoi. Et je vais d'ailleurs ajouter un truc. Je te disais que on organisait des séjours vélo, yoga et méditation. Oui. Et très souvent, en fait, quand on part, d'abord on fait une semaine avec un groupe de 12 personnes maximum. Et après D'accord. cette semaine-là, moi j'ai toujours ma compagne qui vient avec moi. Et après cette semaine, nous, on continue en vélo. Et généralement, en tout et pour tout, sur 3 semaines, on fait à peu près 1000 km de vélo. Et donc, du coup, on est totalement indépendant parce qu'on a notre tente, on a de quoi manger avec nous, on peut même cuisiner, etc. Donc, on est tout le temps dehors, en fait. On est tout le temps à Ok. l'extérieur, tout le temps en pleine nature. On se réveille le matin et on y accorde beaucoup d'importance. On a envie d'avoir les pieds nus dans la terre pour se Ah, reconnecter à la terre. Ça nous fait beaucoup de bien. Et donc, assez rapidement, au bout de 3 jours, donc tu vois, ça dure 3 semaines notre trip, au bout de 3 jours, ouais. j'ai toujours ce truc qui revient dans ma tête et je me dis, mais c'est ça la vie en fait, Julien. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'être dans la vie quand je suis dans ce moment-là. Ouais. C'est là Et où tu sens vraiment. ouais, je me sens connecté à la vie, je me sens connecté à moi, je me sens connecté aux gens, je me sens dans la vie, quoi. Et c'est toujours un peu compliqué à chaque fois de revenir. On se dit, ah là là, ça nous donne envie de faire le tour du monde en vélo, tu vois, on a envie de continuer Ah à oui. vivre ça, en fait, parce que ça fait tellement de bien d'être tout le temps dehors, d'être en pleine nature, de rencontrer des gens sympas,
de manger simple, parce que du coup, quand C'est tu te ça. déplaces en vélo, tu vois, tu fais pas des Oui, plats de tu viande. manges. Et Mais c'est ça. donc voilà, donc c'est un peu proche de ça aussi, tu vois, cette notion du bonheur, quand je parlais de choses simples, c'est vraiment d'être dans la vie de tous les jours. C'est vraiment dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, je vais partager une réflexion que j'ai depuis quelques années. Ouais, Tu vois, j'ai créé mon activité maintenant, ça fait 17 ans et j'ai pas du tout encore à l'heure d'aujourd'hui l'impression de travailler. En fait, je suis toujours excité le matin de me c'est lever, exactement ça. de consulter mes emails. Je suis excité en fait d'apporter, tu vois, du bien autour de moi, de poser ma pierre positive, de faire. Enfin, c'est tellement excitant de Tu sais recevoir. pourquoi? Tu sais pourquoi tu es excité comme ça? Bah ouais, ça me fait vibrer en fait, C'est ça. ça me fait vibrer de me C'est pas du dire travail. non, ouais, c'est ça, ouais, c'est pas du travail. Du travail. Exactement. Et je sais que pour les gens d'extérieur, c'est pas forcément compréhensible, Évident. ouais, Ouais. à comprendre. Ouais. Mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que tout part de l'éducation. C'est que si Hum, plutôt on nous amène en fait sur ce qu'on est nous réellement, a priori, je te dis, moi en fait ce que je fais là dans mes activités, c'est ni plus ni moins que ce que je suis, quoi. Donc du tout à coup, fait. comment tu veux que j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Alors si des fois il y a des choses, évidemment, le côté un peu plus pragmatique des choses. Je sais pas, la facturation, la Oui, tout ce comptabilité, qui est administratif, ça c'est ça. c'est. Et encore, j'ai un service comptable qui s'occupe de ça, mais malgré tout, moi, il faut quand même que j'aille là-dedans, que je m'en occupe. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si on accompagne donc plutôt les enfants à être vraiment ce qu'ils sont, ils seront dans cette dynamique-là. Tout à Et fait. donc, ce que je voulais dire, c'est que je me sens bien, en fait, tu vois, là-dedans, je me sens épanoui, tout ça. Et d'un autre côté, j'ai une réflexion, en fait, qui me dit, mais en fait, peut-être, potentiellement, que c'est pas ça la vie, quoi. C'est quand même très étonnant, tu vois, Hum, de, hum. que notre système, en fait, nous fait croire qu'il faut travailler parce que tout tourne autour de l'argent. Et là, on n'a pas le choix. Et ça, j'arrive pas à résoudre cette équation. C'est-à-dire que tout tourne autour de l'argent. Si on veut manger, si on veut avoir un toit, si on veut avoir un Bien peu sûr, bien sûr. de s'habiller, Il y a etc., le. faut qu'on ait de l'argent. Et donc, moi, j'essaie de résoudre cette équation, en fait, en me disant, mais comme je pense intuitivement que de plus en plus que la vie, c'est pas ça, c'est pas le travail, en fait, parce que pour ceux qui sont salariés, on y est au moins 8 heures par jour, donc on est plus de temps au travail qu'avec notre famille, avec Complètement. Tu nos passes amis. ta vie entière, ouais. C'est ça, et j'ai pas l'impression que ce soit ça la vie. Hum. Et tu vois, même moi qui m'éclate, en fait, je me dis ça. Je me dis, mais non, ça peut pas être ça quand même, la vie, c'est quand même fou, quoi. donc, euh, donc ouais, je suis dans ces réflexions depuis une dizaine d'années. Tu vois, j'ai pas encore résolu l'équation, mais Ouais, je me, je me dis que peut-être que potentiellement, ça se trouve, on passe à côté de quelque chose. C'est-à-dire que comme la société nous a fait croire jusqu'à présent que la normalité, en fait, c'est de travailler pour gagner des sous et pour payer nos factures, et ben nous, on est tous dans ce prisme, tu vois, de réalité, quoi. exactement, exactement. Mais j'ai du mal, enfin, je pense qu'il y a, Il y a quelque chose je là. serais curieux de tomber un jour sur une personne qui me trouve des arguments Ouais, pour me justifier que c'est ça la vie, en fait, tu vois. c'est clair. D'ailleurs, les pilotes, vous pouvez vous poser la question, vous pouvez mettre dans les commentaires, est-ce que la vie que vous êtes en train de vivre est vraiment la vie que vraiment vous avez envie de vivre? Parce qu'il y en a qui s'en rendent compte, tu sais, à travers des accidents, à travers des maladies. Donc, pourquoi attendre jusqu'à des moments fatidiques où l'univers, à un moment donné, a dit, bon, vu que tu comprends pas, je vais te donner un événement un peu plus corsé. Donc, pourquoi ne pas se réveiller avant ces événements-là? Parce qu'en fait, l'univers, c'est ça, elle va nous envoyer des signes, mais des fois, on ne va pas faire attention. Et donc, du coup, à un moment donné, elle va dire, bon, bah, comme tu n'as pas vu les signes antérieurs, là, je suis obligée de passer au level supérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller se faire cette introspection et de se dire, est-ce que là, concrètement, la vie que je suis en train de mener me plaît? Est-ce que je me sens vibrer quand je me réveille le matin ou pas? C'est vraiment ces questions fondamentales à se poser, des questions existentielles que même des enfants se posent dès leur plus jeune âge. Moi, je sais que c'est des questions que, ouais, quand j'étais toute petite, je me les posais et je voulais comprendre la vie, entre guillemets. Mon prénom veut dire la vie, donc j'ai quelque chose de fou. Mais, mais du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se poser les questions, de prendre ce temps-là pour... et là, on est en temps de confinement, donc je vous invite les pilotes vraiment à profiter de ce confinement, pas pour vous plaindre, etc., de bon, c'est quand qu'on sort, mais au contraire, de dire, bon, bah, de toute façon, on est confiné, euh, je vais aller voir à l'intérieur de moi-même, de se faire une introspection et de voir, voilà, là, avec tout ce qu'il y a autour dans ma vie, voilà, est-ce que ça me correspond, est-ce que je me sens vibrer, est-ce que j'aime ma vie, voilà, tout simplement.
Et c'est pas grave d'ailleurs s'il n'y a pas de réponse qui arrive, hein. Oui, S'il y a complètement, rien, si c'est le néant le plus total et tout que vous à êtes fait. complètement paumé, c'est pas grave. Et À un d'ailleurs, moment donné, souvent, les premières réponses, c'est je sais pas. Tu vois, oui, c'est les ça. premières réponses, parce que C'est comme ça. tu t'es jamais posé cette question-là, Bah oui. il y a des couches et des couches de croyances. Des fois, t'as pas la réponse. Tu sais, comme il y en a, oui, ça peut apparaître parce qu'ils sont dans cette réflexion-là, ils sont dans ce cheminement-là. Mais pour d'autres, il y a des couches et des couches de croyances. Donc, posez-vous la question, même si vous n'avez pas de réponse, vous allez voir que petit à petit, ça va apparaître. Ça va Oui. apparaître au fur et à mesure. Est-ce que, euh, est-ce que tu penses qu'on leur donne leur cadeau? Allez. Allez, c'est parti. Alors l'idée, les pilotes, c'est que on va vous emmener faire un petit voyage. Donc si vous avez des notes ou quoi, je vous invite à les poser, à vous asseoir confortablement et on va vous emmener dans un voyage vraiment dans le temps avec une vision qui est celle de Julien, qui est la mienne et qui est aussi de celle de d'autres extraterrestres. Donc, installez-vous confortablement. Le décollage va être imminent. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une inspiration profonde en gonflant le ventre, comme un ballon de baudruche, et vous expirez et vous rentrez le ventre. Quand vous expirez, vous imaginez une paille au milieu de votre bouche et vous expirez lentement et profondément. Faites-le plusieurs fois. Inspirez profondément, gonflez le ventre, expirez. Maintenant, je vous invite à rentrer dans une bulle de lumière. Vous êtes en totale sécurité, en totale bienveillance et nous allons décoller avec Julien. Alors, je vous invite à imaginer. Imaginez un terrain en pleine nature. On est dans le sud de la France. On est sur un terrain qui fait 30 hectares, entouré d'une forêt. Il y a une rivière qui coule pas très loin. Il y a le soleil qui est au zénith. Et sur ce terrain, imaginez un bâtiment qui serait une école, une belle école du sud avec des pierres du sud. Et autour de cette école, il y aurait d'autres bâtiments. Imaginez un centre de formation pour les enseignants, puis un centre de formation pour les parents, enfin un centre de développement personnel pour englober un peu tout le monde. Ben là, vous êtes à l'école de la vie. C'est le projet d'école d'ouverture que j'ai envie de réaliser, parce que je pense que tout part de l'éducation, comme vous l'avez compris, et que si on veut vraiment faire en sorte que les choses avancent, il faut qu'on prenne en considération tout le monde. C'est-à-dire que si on s'occupe des enfants en faisant en sorte de les accompagner juste à être, mais qu'on n'accompagne pas les parents aussi à faire exactement la même chose, pour eux et pour leurs enfants, eh ben on passe totalement à côté. Et de mon point de vue, j'ai vraiment le sentiment, moi je suis pas parent, mais j'ai le sentiment de se dire que quand les enfants arrivent, en fait, le mode d'emploi, il n'est pas là, quoi. On ne nous a pas appris à être parent, on ne nous a pas appris, on ne sait pas comment faire, et donc chaque parent fait du mieux qu'il peut, rempli d'amour, mais en même temps, il y a tous ces professionnels qui existent, qui pourraient justement nous guider, nous accompagner, nous orienter sur ce merveilleux chemin, en fait, qu'est d'être parent. Donc, ça me paraît fondamental que sur une école, il y ait un centre de formation qui accueille des parents, pour aussi impliquer les parents davantage, en fait. Et c'est pareil pour les enseignants, parce que de mon angle de vue, à travers le festival pour l'école de la vie ou le congrès Innovation en éducation, eh ben, je me rends bien compte que les formations sont si peu nombreuses, en fait.
C'est-à-dire que la plupart des enseignants se forment de leur propre chef. Donc, à eux de trouver les ressources financières, à eux de trouver des idées, de trouver les ressources même médiatiques pour être au courant de ce qui se passe. Et donc, du coup, il y a un manque cruel en termes de médias, en termes de communication, juste pour leur dire qu'il y a plein d'acteurs qui pourraient les former, eux, en tant qu'enseignants, à des approches très différentes de ce qu'on nous apprend en fait au sein de l'éducation nationale. Ça ne veut pas dire que je remets en question l'éducation nationale, parce que c'est très bien tout ce qu'on fait à l'éducation nationale. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Et ça évolue dans le bon sens. Sauf qu'il nous manque tous ces outils de l'extérieur. C'est-à-dire une bonne partie qui pourrait s'intégrer, qui pourrait se marier à l'éducation nationale. Donc, autant intégrer tout ça le plus tôt possible qu'on peut. C'est en train de se faire, mais ça va mettre encore un petit peu de temps. Et un centre de développement personnel, parce que c'est pareil, en fait, on l'a évoqué là, dans nos échanges, on ne nous apprend pas en fait, à nous occuper de nous-mêmes, on ne nous apprend pas à prendre soin de soi, à prendre soin de notre esprit, de notre corps, à comprendre les aliments, ne serait-ce qu'à comprendre comment ils poussent. C'est pour ça qu'on est sur une école qui est en pleine nature, qu'on est dans 30 hectares, parce que moi, je veux faire de la permaculture sur ce terrain, je veux que les enfants ils mettent les mains dans la terre et qu'ils comprennent comment une carotte ça pousse, qu'ils aillent chercher les œufs dans le poulailler et qu'on arrête d'entendre dans la bouche de certains enfants que les œufs ils viennent du supermarché, par exemple. Donc c'est un vrai retour aux sources d'école de la vie. Le côté positif derrière tout ça, c'est que ces écoles de la vie, elles existent déjà en fait. Il y en a déjà plein en fait sur notre territoire français, et il y en a plein dans le monde. Sauf que on n'est pas au courant, parce qu'une fois de plus, les médias ne s'emparent pas du sujet. Il y a très peu de médias qui en parlent. Nous, on essaye de faire du mieux qu'on peut, avec le Festival pour l'école de la vie, le Congrès Innovation en éducation, les films que j'ai réalisés. Il y a déjà des millions de personnes qui ont été impactées, mais ce n'est pas encore assez. Comme je disais, on n'a pas encore franchi le seuil des 51% de la masse d'individus qui pourraient être sensibilisés juste à avoir un regard différent. Parce que l'idée, ce n'est pas d'endoctriner, hein, ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'idée, c'est juste de semer des graines pour que les gens puissent, à un moment donné, se dire « Ah oui, tiens, on peut peut-être voir les choses différemment ». Que ce soit dans le domaine de la santé, dans l'environnement, dans l'éducation, peu importe. C'est vraiment de semer des graines pour inspirer les regards et se dire « Ah ok, il n'y a pas qu'une seule façon manichéenne, j'ai envie de dire, de voir les choses. On peut voir les choses sous plein d'angles différents. » Et l'école de la vie, donc comme je vous le disais, il y en a un paquet. Il suffit de... Nous, on a créé une carte, vous tapez réseau des écoles alternatives et vous verrez, il y a une carte qui répertorie plus de 1000 écoles en France. C'est juste les écoles en fait, qui nous tiennent au courant de leur projet. Donc potentiellement, moi, je pense qu'il y en a plus de 3-4 000 en France facilement. Et puis, il y en a surtout un paquet dans le monde. Donc ça, c'est mon projet d'école. Là où je suis ravi, c'est que depuis qu'on met en place le festival ou le congrès, on sait qu'il y a déjà plus de 300 écoles qui sont créées, inspirées du projet de l'école de la vie, parce que les gens se sont rencontrés dans ces événements. Et donc moi, ça me fait beaucoup de bien en fait de me dire ça, parce que je me dis, bon, bah ok, mon école, elle n'existe pas, parce que j'ai pas le temps de m'y mettre convenablement, parce que je suis très occupé sur d'autres projets. Mais au moins, l'usufruit quelque part de ce qu'on fait a permis cette éclosion, et puis a permis l'éclosion de plein d'autres projets hors création d'école. Donc c'est un message très positif et optimiste que je suis en train de vous donner. Si vous étiez à ma place, si vous aviez mon regard, je peux vous assurer que vous auriez un regard vraiment optimiste et positif sur les choses, parce que moi, je ne fais que rencontrer des gens comme ça qui bougent. Ça fait partie de mon champ de réalité et j'essaye de rester objectif un maximum. Mais en tout cas, on est très loin de ce qui est véhiculé à travers les informations, qui est juste une partie de la réalité, et juste une partie. C'est peut-être 1% de ce qui se passe sur notre planète. Et il y a 99 autres choses qui se passent, mais on n'en parle pas. Et j'attends ce jour où il y aura une chaîne qui parlera des 99 autres, parce qu'il y a de quoi dire. Donc voilà, moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, continuer à semer des graines partout autour de moi, parce que ça a l'air de bien fonctionner. Donc je vous invite tous et toutes, vraiment, à incarner ce changement dont parle Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, parce que je vous le dis, moi une fois de plus, je ne me considère que comme un citoyen, rien de plus. C'est juste que moi je passe à l'action, c'est tout. Je n'ai pas des moyens financiers de gros holding. Je suis tout petit, mais visiblement j'arrive à faire de grandes choses. Donc je me dis à chaque fois, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut que vous vous occupiez de vous. C'est vraiment une des clés, quoi.
Donc voilà. Donc, donc j'espère que vous êtes en train de sentir ce que vraiment vous a communiqué Julien et que ça vous a inspiré. Et surtout que vous voyez que si Julien a ce potentiel en lui, c'est parce qu'il a cru en lui. Donc je vous invite vraiment à faire la même chose, à voir aussi votre champ des possibles, à découvrir votre potentiel et à sortir vraiment de votre zone de confort. Et imaginez si vraiment beaucoup de personnes, j'ai envie de dire tout le monde, mais on va me dire que je suis trop utopique, mais si vraiment, voilà, vraiment chacun prenait sa part de responsabilité et honorait sa vie, voyez comment serait le monde, voyez comment seraient les écoles, voyez comment seraient les entreprises, voyez comment seraient les êtres humains. C'est vraiment ça. Connectez-vous vraiment à votre potentiel. Vous avez ça en vous, c'est juste qu'on ne vous a pas appris à l'utiliser. Mais il est en train de sommeiller en vous. Donc je vous invite à l'activer ou à le réactiver parce que souvent ce qui se passe c'est que quand on est petit, il est hyper actif et qu'au fur et à mesure, avec le conditionnement, l'éducation, la parentalité aussi, des fois qui peut être maladroite, eh bien ça va être étouffé. Mais il est là, il sommeille en vous. Donc il suffit vraiment juste de le réveiller. Et plus on sera nombreux à se réveiller, et plus je peux vous garantir qu'un monde meilleur nous attend. Et pour ceux qui n'y croient pas et qui se disent oui, c'est que des belles paroles, etc., regardez bien votre environnement, là où vous êtes assis, ce que vous êtes en train de, par le biais par lequel vous êtes en train de nous écouter, moi et Julien, par téléphone ou par ordinateur. Tous ces moyens-là qui sont autour de vous, ils ont été pensés, ils ont été rêvés. Et c'est des personnes qui ont cru en elles et qui, à un moment donné, sont passées à l'action. Elles ont mis vraiment leurs rêves en mode réel. Et donc, c'est possible. Sinon, aujourd'hui, on serait tous à l'époque de la préhistoire, encore dans nos grottes. Voilà. Mais c'est parce que l'homme sait au plus profond de lui qu'on peut faire de grandes choses. Et c'est juste à vous d'aller, d'aller vraiment allumer cette lumière-là qui est en vous, cette force qui est en vous, et vous allez voir que vous êtes capable de beaucoup. Pour toutes les personnes que j'ai déjà interviewées, c'est vraiment ça qui ressort, c'est que si moi je peux le faire, franchement tout le monde peut le faire parce que ce sont des personnes ordinaires, entre guillemets, mais qui deviennent extraordinaires en passant à l'action et en se réalisant et en étant alignés avec ce qu'ils sont. Donc, pensez à votre alignement, pensez à votre pourquoi et pensez vraiment à la vie que vous pouvez avoir et la personne que vous avez envie d'être. Pensez, moi j'aime bien dire votre version vraiment, votre meilleure version, elle serait quoi? Votre meilleure version si on enlève toutes les conditions, toutes les injonctions, toutes les obligations, etc. Ça serait quoi votre meilleure version? Pensez à ça. Je vous invite à vraiment vous nourrir de ça, de vous nourrir de votre lumière intérieure, de propager cette lumière, cette énergie dans chacune de vos cellules, de laisser diffuser, de voir le bien-être que ça vous apporte et de vous connecter au quotidien justement à cette énergie-là, à cette lumière et à votre potentiel. Et chaque jour, vous passez d'un petit pas. Avec certaines personnes, je parle d'un orteil. Vous voyez, un petit orteil par jour pour commencer. Et vous allez voir que ne serait-ce qu'en une année, la personne de début d'année, la personne de fin d'année, en avançant vraiment pas à pas, vous allez voir que ça sera déjà une nouvelle personne. Donc pensez à ça, prenez une grande inspiration et vous pouvez revenir là, ici et maintenant avec nous. J'espère que vraiment cette visualisation, ce voyage avec Julien et moi vous a permis vraiment de vous connecter à votre être profond. Parce que sachez bien que personne sur cette terre n'est là par hasard. Vraiment. Si on était là par hasard, je vous invite vraiment à voir la beauté de la naissance.
comment on vient au monde. Et là, on comprend qu'on est juste des miracles. On est vraiment des miracles, sachez-le. Vous êtes des miracles. Donc, honorez vos vies, honorons nos vies tous à notre niveau, vraiment. Merci Aya. Merci Julien, merci beaucoup pour cette interview, merci pour ton partage. Est-ce que tu pourrais nous donner une citation pour terminer? Oui, c'est celle que je disais juste avant aussi, parce qu'elle est encadrée dans mon mot, c'est le changement que tu veux voir dans le monde. Ouais, je trouve qu'elle, franchement, ça me paraît résume tout. Puissance. Exactement. Au lieu d'attendre le changement de l'extérieur, etc. Non. Commence vraiment de l'intérieur. Merci beaucoup Julien. Merci à toi. Je vous mettrai toutes les infos pour retrouver Julien dans le descriptif. Également les dates du prochain congrès et puis pour les stages aussi en yoga, en vélo. Donc tout ça, je vous mettrai tout ça dans le descriptif. Honorons nos vies, d'accord? Et je vous dis à très bientôt. Et surtout les pilotes, si vous avez aimé cette vidéo avec l'interview de Julien, je vous invite vraiment à la diffuser au maximum pour que vraiment d'autres personnes puissent avoir ces